Bonjour ou rebonjour. Bienvenue au Festival international du film fantastique de Neuchâtel pour cette deuxième partie de notre après-midi Scream Queer. Donc un après-midi lié avec des conférences liées en fait à notre rétrospective du même nom qui propose en environ 25 films de faire une exploration des représentations des identités queer dans le cinéma de genre depuis les débuts du cinéma littéralement, puisque presque les débuts du cinéma, parce que dans notre cas, nous commençons en 1922, donc il y a 100 ans, avec le film Salomé. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire. Nous avons eu la chance d'avoir, juste avant, une conférence de Didier Roth-Bettoni. C'est une surprise. Donc ça, c'est donc notre invité surprise qui va arriver bientôt. Le timing est tout à fait parfait. Je parle trop. Donc Didier Roth-Bettoni, qui est sur ce panel, a déjà fait une conférence sur les représentations, sur une sorte d'historique sur plusieurs décennies de ces représentations-là, qui complète parfaitement le corpus de films que nous avons choisi pour cette rétrospective. Et puis là, nous allons partir dans une discussion avec donc Didier Roth-Bettoni, qui est historien du cinéma, spécialiste en représentation LGBTIQ+, dans le cinéma en général, mais c'est intéressant de voir son regard sur le cinéma de genre aujourd'hui. Javier Parra, qui est journaliste espagnol et qui a écrit un livre qui est maintenant dorénavant un livre de référence, Scream Queer. Ça vous dit quelque chose, je pense. C'est grâce à lui que nous avons ce titre super pour la rétrospective, parce que c'était un titre de travail, parce qu'il a collaboré avec nous sur la rétrospective. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, mais est-ce qu'on peut utiliser le titre, parce que voilà, donc je rends à César ce qui revient à César. Nous avons ce titre génial grâce à lui. Et le livre est pour l'instant en espagnol. Je crois qu'il va être traduit bientôt en anglais. Il est disponible en ligne et c'est un livre très intéressant qui complète aussi admirablement. Enfin, je pense qu'on arrive un peu à compléter son livre plutôt avec notre rétrospective. La troisième personne, malheureusement, n'a pas pu être là avec nous, mais vous l'avez entendu une seconde avant. C'est Bitte Andersson, qui est une réalisatrice suédoise. La voilà. Hello. Qui est la réalisatrice Perfectly OK. Qui est donc la réalisatrice de Die Hard, un des films de la rétrospective, un film donc suédois qui célèbre les identités queer, qui fait partie de ce corpus, dans ce corpus de films, des films qui sont plutôt célébratoires par rapport à ces identités-là. Un film de 2014 que nous avons la chance de présenter. Je voulais remercier nos invités d'être ici aujourd'hui et d'avoir accepté notre invitation de près ou de loin. Et je voulais aussi remercier Delphine Jeanneret, qui est responsable adjointe, donc co-responsable de la section cinéma de la aide, notamment parce qu'elle fait 1 milliard de choses. Elle a beaucoup travaillé au NIF aussi. C'est une grande amie du NIF et qui a eu la gentillesse d'accepter de modérer cette table ronde. Donc voilà, je vais vous laisser avec nos invités. Une dernière chose, Les Lèvres Rouges, donc un des films de la rétrospective avec Delphine Seyrig, un film iconique, culte, est diffusé et projeté ce soir vers 19h en présence d'Harry Kumel, donc son réalisateur. Donc voilà, si jamais vous voulez continuer sur Scream Queer. Merci beaucoup et à vous. Merci beaucoup pour la présentation, Pierre-Yves. Je vais changer en anglais, je vais parler en anglais pour que nos invités non francophones me comprennent directement. Il y a une traduction simultanée, donc si vous avez besoin d'une traduction, vous pouvez prendre des casques de traduction à l'extérieur. Et puis vous pourrez, suite à notre discussion, poser des questions en français ou en anglais. On les traduira à nos invités. So I will switch into English so that everyone on the panel can understand me. So first of all, I wanted to say that it's a great honor to moderate to host this session, and that you are all very lucky to have here at the festival those 20-something titles of
de voir en fait les 20 titres dans la rétrospective Scream Queer, une rétrospective unique. Et donc, je vous souhaite de voir le plus de films possible. Avant d'ouvrir la discussion, j'aimerais vous présenter nos orateurs avec un peu plus de détails que l'introduction donc de base. Donc, Javier Parra, vous êtes un critique de films d'Espagne. Vous avez un diplôme de l'université de film et des études audiovisuelles. Vous êtes souvent invité en tant que critique de film dans les festivals comme programmateur et membre du jury. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs livres. La Madre Terrible en el cine de terror et Scream Queer, LGBTQ+, et le ciné de terreur, qui ne sont pas encore traduits. Donc en anglais, je m'excuse pour mon accent en espagnol. Vous avez également participé à la rétrospective qui est présentée ici, Scream Queer, intitulée d'après le titre de votre livre, et nous en discuterons juste après. Nous avons également Bette Andersson, réalisatrice suédoise. Donc elle a trouvé donc sa culture grâce à ses sœurs. Donc avec Big Rocket qui a eu un gros impact sur vous et sur votre vie artistique à venir. Vous avez également joué dans Tank Bank qui s'appelle Dark Art d'après votre film, et vous avez découvert les communautés queer grâce à la musique, entre autres. Vous avez un bachelor en art, mais vous ne vous sentiez pas très à l'aise dans ce domaine de l'art. Vous avez également créé donc une librairie sur le thème des queers. Et après 4 ans, vous avez vendu, ou plutôt vous avez donné donc cette boutique de livres à des amis, et vous avez repris des études, un master en communication. Grâce à ce master, vous avez créé votre film Dark Art en 2015. À l'heure actuelle, vous travaillez sur des romans graphiques et des bandes dessinées, en plus de travailler en tant que réalisatrice. Nous avons également le plaisir d'avoir Didier Roth-Bettany, donc historien de films de France. Pour ceux qui ont eu la chance d'être à sa conférence qui était juste avant, nous avons pu avoir un détail de l'histoire de la représentation des queers dans le cinéma fantastique. Vous êtes un journaliste et historien spécialisé dans la présentation de jeux et du cinéma. Vous avez collaboré avec de nombreux magazines et journaux culturels, ainsi que la presse LGBTIQ+. Vous êtes également l'ancien directeur artistique d'un festival de films à Paris, et vous avez également écrit des livres sur la représentation des jeux, l'homosexualité au cinéma, le cinéma français, l'homosexualité, Sébastien ou Saint-Germain, cinéaste queen et martyr, et les années SIDA à l'écran. Vous avez également produit une série de documentaires sur la chaîne France Culture, quand la création rencontre le sida. Vous avez également été le co-commissaire donc 100 ans de cinéma arc-en-ciel à Paris. Et en plus de cela, vous êtes également un commissaire à Lausanne pour les films. Hommage à Barbara Hammer pour le festival de films et de musique LOUF de Lausanne. Je suis impatiente de parler avec vous trois aujourd'hui, car vous avez de nombreuses connaissances dans vos domaines respectifs. Et vous pourrez également répondre aux questions du public sur les représentations de genre pour les queers dans le cinéma fantastique. Javier, j'aimerais tout d'abord
vous demandez qu'est-ce qu'il en est de ce titre de votre livre et pour vous, qu'est-ce qui est le plus important dans la représentation gay ou LGBTIQ+, dans le cinéma. First of all, Tout I want to d'abord, say sorry about my English. dire que je And m'excuse I'm pour so mon glad to be anglais. here. So, Je suis très content thanks to d'être Pierre and ici. Loïc. Merci It's a very funny Pierre-Yves. thing, the thing about the title of Scream Queer, because Donc ce when titre, I Scream had Queer, all the book finished, I had only a title that was the LGBT j'avais un representation in horror seul cinema. titre, I donc talked with dans my le editors cinéma and, oral, we thought that we LGBTIQ+, need a title more, et je me suis dit qu'on avait besoin d'un for the audience titre that, pour le is public like, for marketing. qui And soit plus just, I marketing. was working in an article Je for a website travaillais sur about un the article Scream Queens from the 80s. pour les Scream and Queer it was like dans les années 80. Illumination. C'était comme I think, l'illumination. Scream Queen, Scream Queer, it's Scream okay. And Queen, Scream Queer. I asked for my Je me suis editors, dit, c'est OK, j'ai demandé à mes if they are okay with the éditeurs title, and s'ils it's étaient like, d'accord avec le titre. Of course, yeah, Et ils m'ont dit oui, it's bien Scream sûr. Queer is the title Scream of the Queer book. And peut être le titre du livre. This is the story of the Et c'est l'histoire origin of the title, de and l'origine du very, titre. very simple and very funny. C'est And très simple et très amusant à la fois. When people ask me about Lorsque les how for gens me are the me most, demandent important representations LGBTIQ+ in pourquoi horror est-ce que c'est cinema, important cette représentation I just ask, LGBTIQ+ to dans le cinéma, who was his favorite film, je viens juste de lui demander quel est son film préféré. queer horror film. And Donc son film sur le always, genre think queer. That I don't have my preference, J'ai le sentiment que je n'ai for pas de queer movie in préférence everyday pour life. les So films queer. this week I can talk Par about exemple, one, and next cette week I semaine, can je peux talk parler about d'un another film one. et la But semaine I think prochaine, that je one of parlerai my- d'un of autre. the most, Et je important pense representation, it's, que la Dracula's représentation Daughter. la plus importante, It's c'est la a fille de very, Dracula. Very important film to the Un film très lesbian important representation in horror cinema. It's, pour la filmed in, représentation orale dans le cinéma. 36 years for last century. And it was a Donc, film il that, date de 56 ans comes, en arrière. The same year that the Hays Code start to work in Hollywood. And C'était it's, au même a moment Maybe où on explain a just the commencé Hays Code, donc for those of you who attended avec the conference le just Hays before, Code you à know, but maybe not Hollywood. everyone knows. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer un So, petit peu parce que peut-être pas tout le that monde film connaît also, ce Hays Code. it's like a, Oui, alors ideated like a, en fait c'est sequel of the original Dracula. And it comes, l'héritage this du Daughter, Dracula it's, de origine. Lesbian, feminine, presented as a lesbian, but Donc the audience of s'il y a une lesbienne, that time don't et know tout that le she was a public lesbian. à So l'époque ne if you savait see pas that qu'elle movie était today, lesbienne. it's Donc si very vous voyez ce obvious. film So I think aujourd'hui, that, it's one of c'est the évident. first Donc important c'est films, l'un des premiers films from all importants times. And it's one of my de favorites. tous I les think temps it's et super c'est l'un de mes préférés. So for you, it was Donc important pour that vous, this il était film was important in que the, ce film this, retrospective soit dans program, cette as a rétrospective. kind of, trademark or landmark Donc of, c'est this, comme une this type of référence representation. de ce type de Yes, when représentation. we talk about the, Oui, lorsque nous parlons films that, de can be films here for the retrospective, Dracula's présenté Daughter was one of dans the la first ones that rétrospective, I think bien sûr that, que Dracula était l'un des that premiers it qui m'est needs venu to be here. en tête. Il So, fallait if qu'il soit dans la the audience rétrospective. don't know yet, Le I public think ne le that sait this pas festival encore, is a very good place to mais ce see for the first time. festival, I wish, c'est un très bon lieu not, pour le voir pour la première not fois. saw the film, so and can come here to see for the first time, so in big screen. So it's Donc, very good bien sûr, vous service. pouvez venir ici pour la And so première fois Didier, et for voir you ce as well, film you sur grand agree écran. with this, Didier, est-ce que this, vous êtes idea of this d'accord film being avec one of cette the idée que ce important film films soit l'un that des carry films those, ideas of importants, representation? justement par rapport à la Oui, c'est un film représentation? important, c'est un film très beau, d'abord esthétiquement. Je suis désolé, moi je ne parle pas anglais. Mon anglais est encore pire que celui de Javier. Donc je n'essaierai même pas. Mais je crois que là vous avez des traductions en anglais si vous le souhaitez. Oui, c'est un film très important
très beau esthétiquement et très important, comme le disait Javier, parce qu'il arrive effectivement à ce moment charnière aussi où le cinéma américain, qui était un cinéma dans lequel on pouvait trouver une forme de liberté des représentations pendant la fin du cinéma muet et le début du cinéma parlant, tout d'un coup se raidit avec l'adoption de ce code qu'on appelle code de censure, mais qui n'est pas un code de censure, qui est un code d'autocensure, qui est le code Hays, qui est à un moment donné sous la pression des ligues de vertu, des ligues catholiques notamment, qui menacent les sociétés de production, les grandes sociétés de production américaines de boycotter leurs films parce qu'elles ont des représentations notamment liées à la sexualité, aux sexualités trop libres, trop audacieuses, trop transgressives. Donc c'est sous la menace de ce boycott qui voulait dire des millions de spectateurs en moins potentiels pour les films de ces grandes sociétés de production. Ces 10 grandes sociétés de production américaines se regroupent et auto-éditent un code d'autocensure, pour le coup, parce que l'État n'y est pour rien, qui s'appelle le code Hays, parce que le responsable de ce code s'appelait William Hays et était un ancien directeur des postes extrêmement réactionnaire, qui va avoir à gérer les 28 interdictions fondamentales qui se retrouvent dans le code. C'est des interdictions qui sont de nature très différente, puisque c'est à la fois d'un côté interdiction de glorifier les gangsters. Il y avait eu les années précédentes des films comme Scarface, où Scarface apparaissait comme une sorte de héros romantique, et donc interdit de faire ce type de film, interdiction de la représentation de la nudité, interdiction de beaucoup de choses, et en particulier des perversions sexuelles. Et la première des perversions sexuelles potentiellement ciblées, c'était évidemment l'homosexualité. Donc le fait qu'un film comme Dracula's Daughter arrive dès cette année-là ou l'année d'après à exister et à faire vivre un personnage lesbien comme celui de la fille de Dracula, sous une forme à la fois crypté, c'est-à-dire qu'on est déjà dans ce sous-texte qui va traverser une bonne partie de l'histoire du cinéma américain, mais c'est un sous-texte presque évident quand même dans ce film-là. Je montrais dans la conférence juste avant un extrait du film où le personnage de la fille de Dracula a rencontré une jeune fille dans la rue, l'attire dans son appartement, et hors champ, on entend le cri de la jeune fille qu'elle est en train de violer quasiment. Enfin, on est vraiment dans un moment qui est assez évident, même si il était peut-être difficilement lisible par les spectateurs de l'époque. Enfin, moi j'ai tendance à croire que les codes étaient suffisamment forts pour qu'on les devine, pour qu'on les comprenne dès l'époque, pour les spectateurs et spectatrices. Donc voilà, il y a ce film. Et puis je trouve que c'est un film qui, au-delà de tout ça, est nimbé d'une sorte de mélancolie que je trouve très, très belle, très touchante. Oui, c'est un film très important, et je comprends je pense qu'il aurait été impossible de faire une rétrospective comme celle-là sans ce film-là. Et pour vous, Bité, est-ce que c'est également un film qui faisait partie donc de votre contexte cinématographique, ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose que vous avez découvert plus tard? Quel est votre ressenti par rapport à ce film Dracula's Daughter? Est-ce que je peux vous demander d'augmenter le volume de la traduction en anglais, car elle est beaucoup plus basse que le français? Yes, I think the technique will do that. Oui, la technique va le faire. Je m'excuse. Est-ce que vous avez entendu ce qui a été dit précédemment? Oui, avec Didier. C'était difficile, mais j'ai entendu quelques mots. J'ai fait de mon mieux. Donc vous m'avez demandé sur Dracula's Daughter. Oui. Est-ce que pour vous c'était aussi un film qui a marqué vos influences, votre esthétique, ou est-ce que c'est un film que vous avez découvert plus tard? Je ne l'ai pas encore vu, donc je me sens comme une idiote, mais en même temps, je suis très contente parce que j'ai hâte de le voir.
C'est un des films les plus influents de John Waters. Dans une interview que vous avez donnée, vous avez parlé du fait que la plupart des films queer que vous ayez pu voir sont très sérieux et parlent de dépression, de suicide, de xénophobie, et que vous souhaitiez faire un type de film différent qui soit plus avec de l'humour ou orienté vers le cœur. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler justement de vos influences dans ce film visuel et comment est-ce que vous avez développé un langage autour de cela? Oui, donc le fait d'être libre, vous pouvez travailler comme vous le souhaitez. Donc, c'est le luxe dans cette société, donc le luxe de la communauté queer, et aussi d'avoir des histoires divertissantes, et on peut justement contourner les problèmes. J'ai toujours été très inspirée par le cinéma queer. C'est pas seulement la fiction, même les films. J'adore ce domaine en fait. J'aime justement réunir ces deux mondes et faire mon propre film queer. Pour moi, c'était intéressant de lire cette rétrospective et de voir qu'il y a quelques films de référence. Et l'un qui était intéressant pour moi, c'était le titre Hellbent de Paul Etheridge. Et le programme mentionne que c'est le premier slasher gay en 2004. Donc c'est loin et près de nous en même temps. Comment est-ce que ce type de film arrive seulement en 2004? Peut-être que Javier ou Bité ou même Didier ont une idée au sujet de cette évolution. Il y a un autre slasher gay dans les années 80, mais Hellbent est le premier qui utilise tous les sujets justement du slasher pour faire un film avec tout où tous les personnages sont gays et il tue les films slasher classique. Je ne sais plus si c'était à Los Angeles ou à New York. Los Angeles, apparemment. C'est donc un tueur avec un masque du diable qui va tuer tous les personnages. C'est présenté comme le premier film slasher gay car tous les personnages sont gays, mais on a un autre film, Sleepaway Camp. Pour moi, il est important de le mentionner. Parce que quand j'étais adolescent, je me disais, je ressens quelque chose, j'aime les films slasher, je suis gay, mais je n'ai pas encore annoncé. Et je trouve cela très amusant de redécouvrir cela sur grand écran. Je ne sais pas si vous aimez le mettre. C'est un film, j'aime bien, oui. C'est un film intéressant, en plus de ce que vient de dire Javier dans sa définition du film, que c'est sans doute le premier, ou pas tout à fait le premier, slasher gay, on va dire. C'est aussi parce qu'il a une dimension homo-érotique très forte. Il y a une dimension sexuelle très forte dans ce film, une dimension de désir de la part d'un spectateur gay face aussi au personnage. Je pense que cette dimension-là, elle est essentielle aussi, cette dimension très, très sexuée. C'est également quelque chose de très intéressant, cette tension constante entre le côté horrifique et sexuel.
Je ne sais pas si vous pouvez dire quelque chose aussi. Bitte? Oui, j'ai aussi pensé à Nightmare Street. Et je suis très content que ce film soit présenté. And so, and how do you, how do you think this? How come these two? Comment se fait-il que ces deux éléments horrifiques et érotiques puissent être réunis dans des personnages LGBTIQ+. Comment est-ce que cette dimension est si forte et apparaît dans de nombreux films également? Tout à fait, cela apparaît dans tout film d'horreur, surtout les slashers des années 80. On peut toujours voir une fille avec de gros seins qui court nue, ou un couple. Un couple en train de coucher ensemble. Donc, ce type de film explore ce type de sexualité. Donc, David de Coteau, par exemple, dans ses films, c'est aussi un film érotique. Et c'est aligné avec les films d'horreur et les films érotiques. C'est très intéressant. Ça vient des années 30. Je ne sais pas si vous connaissez un film qui s'appelle Slaughter in Sodom, qui se base sur la Bible. C'est un film érotique et des personnes de Sodome qui veulent baiser un ange. Dans les années 70, avec le succès de Deep Throat, ils ont commencé à faire des films pornographiques où les récits sont justement avec une dimension d'horreur. Donc c'est entre le sexe et l'horreur. Ça fait partie du genre du film. Oui, exactement. Bité, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Non, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Pour vous, Bité, parce que vous avez également réalisé un film qui a un genre bien spécifique, donc la comédie queer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce genre spécifique et comment vous avez créé l'histoire et comment est-ce qu'il se fait que vous ayez eu envie de présenter un tel film? Oui, à la base. En fait, c'était un projet qui était plus petit, qui est devenu plus grand. On était une équipe d'amateurs pour un TV show et on avait justement cette boutique de livres. Et donc nous pensions, on avait des idées justement de films de fiction, d'horreur, d'art, tout ce type de genre. Et une fois qu'on ait fait justement un film basé sur des choses fausses, c'était un film de 2 minutes. Donc on a décidé avec ce faux trailer de créer justement un scénario et justement c'est un film amateur réalisé par une équipe de TV show amateur. Oui, mais cette façon justement de réaliser un film avec une équipe amateur, c'est une revendication. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur comment vous avez travaillé avec votre équipe et comment vous avez construit ce sens de la communauté tout au long du processus de réalisation du film?
Nous n'avons jamais pensé que qui que ce soit voudrait voir notre film et lorsque nous avons invité les gens, en tout cas, les gens qui ont participé au projet voulaient se voir eux-mêmes. Donc, il y avait 3 ou 4 personnes impliquées dans ce film. Et donc, on avait un public qui était autosuffisant, si je puis dire. Donc, ce film, c'était une extension, en fait, de notre boutique de livres. Et on s'est dit qu'on allait mourir et que rien de tout cela n'allait rester. Nous avons documenté les choses. Donc, le film se base sur un album photo de communauté queer et les personnages sont inspirés par des personnes elles-mêmes. Je pense qu'on était plus intéressés par notre propre expérience, qu'on allait créer ensemble, créer une amitié. Beaucoup de personnes sont tombées amoureuses, se sont séparées, ont eu des enfants. Ça nous a pris 5 ans pour réaliser ce film. Donc c'est vraiment une grande aventure qu'environ 300 personnes ont pu partager. On ne s'attendait jamais à avoir ce résultat. Mais maintenant, on le montre encore et je suis flattée et enthousiaste de pouvoir le montrer. Si je ne me trompe pas, vous pouvez le voir ce soir à minuit 15 ou quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Donc ne loupez pas ce film. Lorsque le film a été fait, nous avons pu voyager dans tellement de festivals de queer. C'était fantastique. Mais le film ne semblait pas être si génial. On devait faire en sorte que les gens se sentent enthousiastes avant la projection. Donc, on a quelqu'un qui faisait du pole dance avant la projection pour que tout le monde soit enthousiaste avant le début du film. Mais malheureusement, ni mon collègue ni moi n'allons faire cela ce soir. Didier, je voudrais juste rebondir sur ce que dit Victor, parce que je pense que c'est très important de dire à quel point pour une réalisatrice comme elle ou des réalisateurs, réalisatrices LGBTIQ, de documenter ces vies d'une certaine manière et surtout de se réapproprier des genres. De se réapproprier des genres cinématographiques dans lesquels ils avaient une part en tant que personnage, mais il était souvent une part négative ou une part hostile ou une part... Et à un moment donné, il faut revendiquer cette part, il faut l'assumer, il faut la prendre à son compte et renverser l'image et reprendre possession de cette image. Et je pense vraiment que c'est la démarche de beaucoup des cinéastes LGBTIQ aujourd'hui. Et c'est ça qui est vraiment passionnant. Et vraiment, je suis plus que d'accord avec ce qu'elle a dit tout à l'heure. Et également pour poursuivre sur ce que vous avez dit sur l'économie de la réalisation de films, c'est quelque chose de compliqué de convaincre une commission avec un film qui n'est pas le type de film que la commission lirait habituellement et où des personnes dans la commission, justement, s'il y a une certaine barrière par rapport à la communauté en question. Donc, vous créez des films avec des personnages qui sont différents, qui ne sont pas dans l'industrie de base de cinéma. C'est un point important à signaler. Qu'il y a une économie différente pour ce type de film. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle les films de genre peuvent amener une autre économie. Car cela rappelle de nombreux éléments des films de genre qui peuvent être financés différemment. Parce que par exemple, donc il y a des types bien définis, l'horreur, etc. C'est aussi quelque chose qui est intéressant, auquel il faut penser. Une autre réflexion que j'ai eue en regardant les différents films de cette rétrospective, c'est qu'il y a
plusieurs films des États-Unis et également de d'autres pays. Et j'aimerais également vous entendre sur des films de d'autres pays que les États-Unis ou la Grande-Bretagne, donc des films qui viennent d'Espagne, de Suède, de France, des films qui travaillent avec les différentes économies et qui présentent aussi différentes représentations des personnages LGBTIQ+, et qui creusent l'environnement social dans lequel ils ont été réalisés. Nous avons un film espagnol qui s'appelle Pictures de Eli Quiroga. C'est un film qui a été présenté à CIGES en 96 ou 97. J'étais à l'école encore à l'époque. Il y a beaucoup de vidéos donc de cette année, pendant le festival de Sitges. Les gens voulaient voir donc des films d'images. Et donc on parle de films cultes en Espagne. Ce sont des films qui ne sont pas très bien vus, mais pourtant je trouve que c'est très intéressant. Donc c'est une histoire entre des parents ou des enfants qui n'est pas normale. C'est une partie de l'Espagne dont j'aime parler lorsqu'on parle de représentation. Nous avons beaucoup de films, par exemple d'Almodovar. C'est très intéressant de parler de d'autres pays. Les États-Unis, donc, ils font les grands films, ils ont beaucoup de productions. C'est normal qu'il y ait plus de films d'horreur avec une représentation queer qui vient des États-Unis. Mais il y a d'autres films de d'autres pays qui sont également intéressants. Il y a des films qui cherchent à copier les films des États-Unis, mais il y a davantage de représentations d'horreur qui viennent de d'autres pays qui sont aussi intéressants. Par exemple, La Lèvre Rouge de Belgique. Je ne sais pas combien est-ce qu'il y a de films en dehors des États-Unis. BT. Oui. J'adore le ciné thaï, des films de Thaïlande, et je pense qu'en général, tout le monde qui n'est pas chrétien, c'est très intéressant d'une perspective queer. C'est un peu moins binaire en termes de genre, et il paraît un peu moins homophobe. Je pense que beaucoup nous vient de la Bible et la chrétienté, la colonisation. Donc, moi, je ne peux que recommander chaleureusement chaque film de Apin Chapong, Bibera Satakov, qui est très connu pour Michael Boone. Je ne sais pas si vous avez vu son past life. Le premier film s'appelle Les aventures de Ian Pussy. C'est un film de super-héros transgenre. C'est une comédie d'action à budget ras les pâquerettes. Et je pense que tous ces films sont magnifiques. Ils sont romantiques, mystérieux et font peur. Il y a des fantômes. C'est un cinéma de genre magnifique. Je ne peux que... Oui, c'est un cinéma qui, à part le Iron Puss, effectivement, qui est un vrai film de genre, les autres films de Vera Setakul, qui a eu la Palme d'Or en son temps pour Oncle Boonmee il y a quelques années. Et effectivement, un cinéma qui est hanté par le fantastique, mais c'est un cinéma très contemplatif par ailleurs. Un film comme Tropical Malady, qui a vraiment une merveille absolue esthétiquement.
dans une narration. Voilà, on est d'accord sur tout, Bit. C'est vraiment. It's a shame you're not here. C'est vraiment un film magnifique et qui est effectivement traversé par un courant fantastique et queer assez incroyable. Oui, mais on a du mal à mettre ce cinéma-là dans. Enfin, moi, j'ai du mal à le mettre sous l'étiquette cinéma de genre. C'est un cinéma tellement à part, ou en tout cas, où c'est presque un genre à lui tout seul, le cinéma de Vera Setakul. Yes, bitte. Oui, alors en ce qui concerne les Tropical Melody, je voudrais aussi recommander un autre film qui est moins connu, qui s'appelle le Blue Hour de 2015, par Onusha Bunyawatsana, qui vient de la Thaïlande. C'est un film très romantique, gay, horreur, et il est disponible sur Amazon et je ne peux que le recommander. Et je pense que c'est un peu moins connu, mais il a le même genre de horreur contemplative. C'est un film d'horreur, mais c'est très paisible, très calme, et ça fait encore plus peur. Mais il y a aussi un thème de classe, la classe financière, les différences financières en Thaïlande, par exemple. Aussi, en plus, il y a des films français, Strangers by the Lake, Les étrangers du lac. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'adorez? Oui, oui. Et c'est très intéressant aussi, comme vous l'avez mentionné, le cinéma asiatique et tout ce concept de binaire qui est complètement différent. Parce que j'ai parlé aussi avec un metteur en scène des Philippines et lui aussi, il m'a dit que dans les Philippines, cette question de mâle et femelle n'existe pas en tant que telle. Et dans la langue, c'est comme une personne. Alors, dans les films, ça aussi, c'est un peu l'approche. Il y a moins la problématique de mâle, femelle, et aussi dans la langue, la question pour Latinx, c'est qui pour les Philippines, c'est quelque chose qui est imposé par la majorité qui essaie de l'introduire dans leur langue et pour leur représentation. C'est quelque chose de très intéressant en ce qui concerne ce côté binaire, non-binaire. Oui, Bitte, vas-y. Alors, en ce qui concerne les étrangers du lac, je voulais simplement vous poser les questions à vous, les mecs. Je pense que beaucoup de films montrent les hommes gays comme mignons, drôles, etc. Alors, ils sont très souvent... C'est fait pour les gens straight, pour les spectateurs straight. Alors, ils veulent que les hommes gays conforment pour qu'ils ne menacent pas les spectateurs straight. Mais l'étranger du lac, pour moi, ça a nettoyé tout ça. C'est très fraîchissant. C'est sexy, ça fait peur, etc. Mais c'est une très bonne représentation de cette culture. Et en ce qui concerne le movie Cruising de Al Pacino, c'est un vieux film, un thriller gay. Il y a eu beaucoup de protestations des spectateurs queer quand il est sorti en 1983 parce qu'ils pensaient que ça pouvait faire du mal au peuple gay et que les straights ne pouvaient pas les accepter s'ils voyaient le film. Et pour moi, les étrangers du lac se réapproprient tout ça et montrent à quel point la vie queer peut être géniale. Didier, est-ce que tu veux... J'adore Les étrangers du lac parce que oui, c'est vrai qu'ils sont sexy, les personnages, mais c'est la façon dont le film Cruising, par exemple, je pense que c'est un des meilleurs films non-slasher de toutes ces années. C'est comme un slasher, mais j'adore ce film, oui, tout à fait. Oui, moi aussi, j'aime beaucoup le film. C'est un film qui en plus de tout ce qui vient d'être très très bien dit, c'est un film qui navigue entre les genres
C'est à la fois un film policier, c'est à la fois un film de cul, c'est à la fois un film de la vie quotidienne, c'est à la fois un film fantastique. Enfin, on est vraiment dans une sorte de transgenre, quoi, d'un film transgenre, et incroyablement libre dans ses représentations. Et effectivement, c'est un film tout le cinéma d'Alain Guiraudy, finalement, est comme ça. C'est un cinéma qui ne s'embarrasse pas des préjugés que des spectateurs hétéros pourraient avoir sur l'homosexualité. C'est un cinéma qui assume complètement d'où il vient, de qui est le réalisateur, l'auteur de ces films, de ce qu'il vit lui, et donc il l'impose de façon absolument évidente et incontestable aux spectateurs et spectatrices, et c'est ça qui est vraiment tout à fait formidable, parce que ça lui donne cette liberté de penser donne à ces films une liberté qui est quasi... il y a peu d'autres exemples, quoi. Bitte, please. Bitte, je vous en prie. Pardon, j'aurais trop à dire. C'est enthousiasmant. J'aimerais mentionner les lesbiennes également. Et j'ai pensé au film de science-fiction, Burning Flames, de Lucy Burden. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Yes. Donc c'est un film avec un budget très faible, même s'il est américain. C'est une organisation de lesbiennes en Amérique. Donc c'est l'Amérique socio-démocrate à venir. Donc c'est un film de science-fiction avec une perspective très différente. On a une vidéo avec de la musique qui est très longue, qui montre des femmes très belles, qui font des choses incroyables, voler des voitures avec de la super musique. Donc ça parle de lesbiennes noires et c'est très inspirant. Donc vous pouvez juste célébrer les lesbiennes. Par tous les moyens en fait visuels qu'il y a et avec une super musique. Didier a également parlé de ce film dans l'histoire de la représentation des personnages LGBTIQ+ dans le cinéma et dans la manière dont le storytelling avec des archives réelles et fausses, justement avec cet élément do it yourself dans Burning Flames. Peut-être que nous pouvons également parler un petit peu plus de la représentation actuelle. Vous avez terminé votre présentation, Didier, avec une image du film Titan, et je serais intéressée à connaître vos pensées sur ce film et sur la représentation et les identités dans ce film. Comment est-ce que vous avez réagi lorsque vous l'avez vu, si vous l'avez vu, bien sûr? Oui, je l'ai vu. Je l'ai adoré. Pas la première partie de Titan, mais je pense que c'est un très bon, pas un remake, mais une version. Donc cette personne trans ou non binaire dans la représentation, je pense que cela parle d'un autre type de relation qu'on peut avoir, car il y a une fille qui fait l'amour à une voiture. Ça me fait penser à Junbo, donc une fille qui justement se sent attirée par un carrousel dans une fête foraine. C'est très intéressant de voir comment ce type de cinéma parle d'allégorie ou de métaphore
avec un type de relation qui n'est pas d'ordre normal ou traditionnel. Dans Titan, c'est très intéressant, donc tous ces types de représentations. Donc cette transidentité, donc c'est certainement, je ne sais pas si c'est une métaphore sur la transidentité, le côté binaire ou pas. Visuellement, d'abord. Je suis assez d'accord avec ce que dit Javier sur le fait que plus qu'un film sur la transidentité, enfin, je suis pas sûr que ce soit ça le sujet. Je pense qu'on est plus sur une réflexion sur le corps et la façon dont on s'approprie son corps, ce qu'on fait de son corps, la façon dont on accepte de transformer son corps de différentes manières, enfin, que ce soit le personnage féminin, oui, féminin au départ, l'héroïne qui accepte une forme de fluidité de son genre, et où le personnage de Vincent Lindon qui transforme réellement son corps avec des produits, oui, c'est plus une réflexion sur le corps. Qu'est-ce qu'on fait de nos corps et comment nos corps finalement, ou le ressenti que la société ou que les autres ont de ce corps, finalement nous assigne à des identités qui ne sont pas forcément les nôtres. Et je trouve ça assez intéressant, cette réflexion sur le lien entre le corps ou la représentation, l'image que ce corps donne de nous et les identités qui sont les nôtres, les identités qu'on revendique et celles qu'on renvoie, qui ne sont pas forcément les mêmes. Et je trouve ça, oui, je trouve que le film est pour ça très riche. Bité. D'un point de vue de queer. Ok, mais d'un point de vue féministe, Titan, donc on peut dire que l'industrie du film est dominée par les hommes, donc il y a certaines expériences comme être enceinte, par exemple, c'est pas un sujet sur lequel vous pouvez faire un film. Donc vous n'allez pas recevoir de fonds pour cela, parce que c'est pas considéré intéressant pour qui que ce soit. J'ai été enceinte et je me suis sentie exactement comme dans Titan. C'était une expérience physique horrible. Donc on a l'impression de porter un monstre. Et je pense que c'est ce que le personnage principal, justement, perçoit. Donc, il reçoit un amour inconditionnel. Et je pense que c'était très intéressant. Donc, une enquête sur la masculinité, la maternité, et comme vous l'avez dit, d'un point de vue artistique et visuel, j'ai vraiment été choquée lorsque je l'ai vu. C'était très intéressant. Est-ce que vous avez vu Roar, donc de la même réalisatrice? Donc le personnage principal a une attraction sexuelle pour un de ses collègues. Même des films justement sur des personnes gays. Souvent, en fait, c'est pas intéressant. Donc c'est intéressant justement de voir une autre perspective et je trouvais intéressant de pouvoir voir ce type de choses parce que parfois ça arrive dans la vraie vie et je n'ai vu personne justement investiguer là-dessus. Donc justement, de tomber amoureux de quelqu'un avec qui on est à l'école. Par rapport à la représentation des queers aujourd'hui et aussi l'avenir de la représentation des queers, je voulais vous demander ce que vous aimeriez voir à l'écran. Qu'est-ce qui manque? Est-ce que quelque chose manque? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez qu'il soit divulgué à l'écran?
Bité, est-ce que vous voulez commencer? Oui. Je parle trop, pardon. Il y a un film en production qui s'appelle Captain Fagetson Save the Universe de Harvey Rabid. Ils sont en train de chercher des financements. Donc, Captain Fagetson Saving the Universe. Donc, j'ai hâte de pouvoir le voir. C'est une belle démarche. Justement, un film sur les queers. Donc, c'est une perspective trans pour le cinéma gay. Trans et gay réunis. Je n'ai pas vu beaucoup précédemment, mais j'ai hâte de le voir. Je prie chaque jour pour que justement, en fait, au lieu de faire seulement de la musique, ils se mettent à faire des films avec des images. Un groupe plus marginalisé, donc qui pourrait avoir une voix au sein de la communauté LGBTIQ+, pour exprimer leurs expériences et perspectives. Et je pense que ça devient de plus en plus commun et j'ai hâte. Et pour vous, Javier? Je pense que nous avons eu de bons films avec de bonnes représentations au cours des dernières années. Film Street Trilogy, donc sur Netflix, vous avez un personnage principal qui est une lesbienne, qui est présentée. C'est pas sur sa sexualité, donc c'est pas présenté comme étant un problème. Toutes les représentations que nous voyons à l'heure actuelle dans les films, je pense que nous allons dans la bonne direction. Mais peut-être qu'il faut laisser encore passer 10 ans pour que justement la représentation lesbienne, gay, trans, etc. soit OK dans les films, car de nombreuses personnes disent voilà, pourquoi est-ce que vous avez besoin d'avoir un personnage avec une lesbienne dans un film d'horreur? Pourquoi? Parce que nous existons. Nous faisons partie de la réalité. Et nous voulons vivre des films d'horreur qui ne sont pas véridiques, mais nous voulons rester donc dans la représentation de notre temps. Merci. Je compléterai, je suis dans le même sens que Javier. Moi, ce n'est pas forcément les films que je préfère, mais je pense que c'est très important qu'à côté de beaucoup des films qu'on a évoqués, qui sont des films à petit budget, des films qui touchent des publics relativement restreints, moi j'attends que les grandes franchises, les Star Wars, les films Marvel, voilà, que ces univers-là s'ouvrent, et pas seulement avec des personnages anecdotiques ou des séquences de 3 secondes et demie d'un baiser lesbien. Non, j'attends que ces franchises-là offrent au très très grand public qui va aller voir des personnages LGBTIQ menant des actions. J'attends le Black Panther gay, lesbien ou trans. J'attends ça. Pas forcément pour mon plaisir personnel, parce que je sais qu'il y a des super-héros LGBTIQ, mais pour que le grand public soit confronté à ça. Quand on voit que quand on fait Black Panther, personne n'y croit, un super-héros noir, et que c'est un triomphe, pourquoi on ne fait pas la même chose sur une héroïne lesbienne, sur un héros ou une héroïne trans, sur un héros gay? Pourquoi? Ça marcherait aussi bien, peut-être, sans doute, si le film est bon. Donc moi j'attends ça. J'attends que ces personnages existent dans ces grands films-là, ces films très grand public. And do you think also, because we haven't talked that much, but talking on n'a pas about beaucoup big parlé, mais en and, parlant de grandes franchises, nous pouvons également traiter de la question des séries. Peut-être que dans cet élément, les séries
justement, se penche davantage sur les représentations et présente des personnages LGBTIQ+, et crée ces personnages, justement, tout au long d'une série. Je ne sais pas si vous pouvez nous donner un ou deux exemples de séries télévisées qui, selon vous, changent les choses de manière significative également, en termes de représentation. Bité? Oui, j'ai eu 2 enfants dernièrement, donc j'ai pas beaucoup regardé de séries ou de films dernièrement. Mais il y avait un personnage gay flamboyant dans True Blood qui est très populaire auprès des fans. Dans le scénario de base, donc il y avait ça, mais aussi dans Walking Dead. Donc il y a une certaine dévotion des fans. Je suis désolée si je dis pas exactement ce qu'il faut. Je suis d'accord avec Didier. Ce sont les personnages principaux. Où sont donc les personnages principaux queer? Il manque encore. Donc pour les séries d'horreur, on peut en parler d'une façon qui soit bonne ou mauvaise. Ryan Murphy, je l'adore. Donc il a toute une série d'adolescents qui adorent cela pour l'esthétique ou avec Lady Gaga, ce genre de truc. Mais ce type de représentation peut exister. Mais récemment, ils avaient des personnages queer. True Blood, un de mes préférés. Par exemple, on se souvient de Willow. Je sais pas, il me semble que c'était le premier baiser entre 2 filles. Et c'était tellement important pour moi, pour ma génération. Je pense que dans les shows télévisés, ce type de représentation est plus normal que dans le cinéma d'horreur. Je ne suis pas du tout un spécialiste des séries, loin de là. Donc je préfère passer mon tour. Yes, Bite? Bite? Oui. Il y avait une princesse qui était gay au début et ça devient tellement évident et ça devient un personnage clé et ensuite elle se marie. Xena. J'aimerais également ouvrir la discussion avec le public maintenant. Peut-être que quelqu'un a une question pour l'un de nos panélistes ou pour tout le monde. Peut-être que vous vous demandez, vous posez une question sur la représentation queer de manière générale et nous pourrons répondre à votre question. N'hésitez pas, en français ou en anglais, c'est comme vous voulez. Pas de question, il y a une question ici. Oui, j'ai une question sur l'idée de la représentation queer à l'écran. Mais je pense aussi à la différence derrière la caméra. Parfois, on sent que c'est secondaire. On a pensé justement du cinéma traditionnel qui voit des personnages à l'écran. Mais est-ce que vous avez pensé à cette représentation derrière la caméra, que ça a un impact politique ou social inférieur par rapport à ce que l'on voit à l'écran? Oui, c'est très important. Qui est derrière la caméra?
d'où vient le regard, qui porte le regard, qui crée l'image. Oui, bien sûr. Le fait qu'il y ait des réalisateurs, des réalisatrices LGBTIQ, c'est essentiel. Je ne dis pas que ça change tout à chaque fois. Hein. Il y a de très mauvaises réalisateurs, actrices LGBTIQ, il n'y a aucun doute, et qui peuvent faire de très mauvais films sur ce type de questions. Mais il n'empêche que oui, j'évoquais dans la conférence juste avant l'importance qu'a pu avoir, notamment dans l'histoire du cinéma, le fait que le créateur de Frankenstein, au cinéma, le premier réalisateur qui fait Frankenstein, James Whale, était lui-même homosexuel. Et le fait est-ce que ça a pu avoir comme implication sur le fait que dans ce Frankenstein-là, le personnage monstrueux, ce n'est pas le monstre. Enfin, ou le plus monstrueux, ce n'est pas le monstre. Et donc une forme d'ode à la différence que seul un réalisateur homosexuel dans le cinéma de ce contexte, de cette période-là, pouvait sans doute porter. Et donc oui, ça change des choses, évidemment. Et quand je parlais tout à l'heure d'Alain Guiraudy dans ses films, dans L'Inconnu du lac et les autres, oui, c'est essentiel. L'endroit d'où il parle, l'endroit d'où il filme, l'endroit d'où il raconte et la façon dont il s'en empare. Oui, bien sûr, c'est essentiel, oui. J'aimerais ajouter que je dis toujours que le cinéma d'horreur commence avec les queers, parce que des réalisateurs comme Knut Lowe ou Jim Iswell sont ouvertement gays. Donc une certaine partie de leur identité sont dans leur création. C'est pourquoi il est si important de savoir qui est derrière la caméra. Et c'est clair que le genre d'horreur a commencé justement avec les queers, avec ces deux légendes de BT. Vous souhaitiez ajouter quelque chose également? Oui. Je ne sais pas, mais j'espère que l'équipe derrière Nightmare Street 2 a également des membres qui sont queer. Et également pour la série Batman. Par exemple, un exemple d'un film horrible qui s'appelle The Danish Girl. C'est une équipe dans la rue qui veut raconter une histoire de la première femme trans qui fait une opération chirurgicale. Donc cette femme a une relation de lesbienne avec sa femme. Donc ils ont cette relation à Copenhague et dans le film, elle a une relation avec sa femme qui est amoureuse d'un homme. Donc c'est un problème dans ce film, mais pas dans la vraie vie. Dans le film, elle n'a pas de communauté. Mais dans la vraie vie, donc sa femme était une femme érotique, lesbienne. Et dans le film, il cherche à expliquer donc la souffrance des personnes queer avec un réalisateur queer qui est plus intéressé à montrer la puissance, la solidarité, la créativité de la communauté queer et pas seulement leur vulnérabilité. Est-ce que vous diriez qu'il y a des queer gays, parce que vous avez beaucoup parlé d'hommes ou de femmes gays, et maintenant de queer gays. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez dans vos films, dans vos recherches, lorsque justement vous parlez de films qui prennent en compte ces représentations qui sont filmées par des personnes qui elles-mêmes appartiennent à la dite communauté? Est-ce que c'est quelque chose qui pour vous existe ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus théorique et qui ne fonctionne pas nécessairement? Je n'utilise pas forcément le terme queer gaze, mais effectivement,
est-ce que Jean Cocteau aurait fait le sang d'un poète ou La Belle et la Bête ou Orphée s'il n'était pas homosexuel? Évidemment, Kenneth Anger n'aurait jamais fait Fireworks. Andy Warhol n'aurait pas fait ses œuvres et ses films. Tous les types de bien sûr. Je le disais tout à l'heure, il y a un moment donné qu'on peut situer de façon un peu arbitraire dans les années, début des années 60, où les gays et les lesbiennes s'emparent de la caméra. Ça se passe dans les marches, ça se passe dans le cinéma d'avant-garde, dans le cinéma expérimental, mais s'emparent de la caméra et font des films où ils prennent en charge leur propre image, où ils prennent en charge la variété des corps, des désirs, des identités, des modes de vie. On peut pas passer à côté de ça. Enfin, on parle de female gaze, mais c'est quoi le female gaze si on parle pas de Chantal Akerman ou de Barbara Hammer? Voilà, c'est là que ça se passe. C'est à un moment donné, des hommes et des femmes ou des personnes trans suffisamment courageuses, audacieux s'emparent de la caméra et racontent leurs propres histoires. Pourquoi les films des sœurs Wachowski sont ce qu'ils sont? Si elles n'étaient pas elles-mêmes ce qu'elles sont, si elles n'avaient pas elles-mêmes le parcours de vie, le parcours d'identité qui est le leur. Enfin, Matrix ne serait pas Matrix sans les sœurs Wachowski étant ce qu'elles sont. No. There's another question in the audience. Il y a une autre question dans le public. Une série comme Sense8, justement, la série des sœurs Wachowski, elle est justement pour ça assez géniale sur les identités. Précédemment, vous avez parlé de la représentation dans le cinéma traditionnel. Mais lorsqu'on parle de Disney, par exemple, donc ces personnes prétendent faire de bonnes représentations des communautés LGBTQ+, et qui donnent de l'argent justement pour des thérapies de conversion. Donc il y a vraiment un souci par rapport à ce que les grandes sociétés veulent montrer à l'égard des communautés LGBTQ+, et ce qui se passe réellement dans les coulisses. Je pense que c'est très important d'avoir des réalisateurs qui sont justement de la communauté LGBTIQ+, pour aborder ces sujets. Je pense que c'est ce que je viens d'essayer de dire. Après, ce que vous dites sur le fait que les grandes compagnies, Disney, alors pour l'instant Disney, on ne peut pas dire qu'ils étaient très audacieux. Ça semblerait que le prochain film le soit un peu plus sur les questions LGBTQI. Mais enfin, oui, bien sûr, il y a une part de pinkwashing dans toute... Mais je pense que ce n'est pas ça l'essentiel. Je pense qu'on peut dénoncer le pinkwashing autant qu'on veut, et c'est très bien, et il faut le faire. Il n'empêche que, malgré ce qui se passe derrière, quand des compagnies comme Disney, comme Marvel, comme d'autres, comprennent aussi le pouvoir, je ne vais pas dire le pouvoir économique, parce que c'est horrible de dire ça, mais comprennent qu'il y a un enjeu politique dans le fait que des personnes LGBTQIQ, j'arrive pas, entre la France et la Suisse, c'est pas pareil. Franchement, dans ma tête, ça fonctionne pas, le IQ, je n'y arrive pas. Le fait que ce type de personnage, qu'ils se sentent obligés de faire exister ces personnages, je pense que c'est largement aussi important que le fait que pour eux, ce soit du pinkwashing. Moi, je pense que le pinkwashing, il faut en avoir conscience, il ne faut pas s'arrêter à ça. Bité, vous souhaitiez également ajouter quelque chose à ce sujet? Oui, le film Bound, ils utilisent donc des experts sexologues qui sont gays. Si on n'a pas la compétence dans le groupe de travail, on doit s'assurer qu'il y ait des consultants pour faire des représentations qui soient bonnes et précises. Je suis désolée de faire un commentaire sur les
écrivains ou les créateurs de... I think it was the translation. Je crois que donc vous avez dit les sœurs, mais c'est les frères. Non, ok, alors c'est bon. Sorry about that. Pardon par rapport à ça. Javier, you wanted to add also Javier, something vous vouliez également ajouter topic? quelque chose sur ce sujet? Non. Is there another question Est-ce from the qu'il y a audience, une maybe? autre question de la part du public, peut-être? If not, Si ce n'est pas le cas, j'aimerais aussi vous demander, à vous, Javier, parce que vous connaissez donc la rétrospective, quel film est-ce que vous recommanderiez au public en particulier, si ce n'est ceux que vous avez déjà mentionnés? Donc, le film que vous aimeriez vraiment que le public découvre, parce qu'il est moins projeté à l'écran ou dans les festivals. Donc, quel est le film que vous préconiseriez, que vous recommanderiez? Je vais aussi vous poser la même question, Didier, donc pensez-y tout déjà. Nous avons parlé de Hellvent Pictures. J'aimerais également mentionner Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc, c'est bien sûr une nouvelle version où le docteur devient trans. Je ne sais pas comment dire trans et... Oui, parce qu'il devient une femme. C'est très intéressant. Donc, le film de Hammer. Et je pense que c'est un bon endroit pour le voir pour la première fois. Si vous ne l'avez pas encore vu, merci. Biteux. Est-ce qu'il y a un film que vous recommandez tout particulièrement, si ce n'est le vôtre, qui est projeté ce soir? J'espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui iront le voir pour découvrir votre travail. Donc, il faudra être très patient si les gens vont le voir. Donc, il y a certaines choses qui apparaissent comme étant de la merde, mais finalement, c'est super de le voir. La rétrospective est si riche et adorable, c'est comme un paquet de bonbons. Donc, je choisirais Bound. Ce film est tellement genré, c'est tellement une ode à la vie, avec un super personnage. Donc, c'est vraiment génial comme film. Thank you. And you, Didier? Et vous, Didier? Je vais en choisir deux. Ok. J'ai le droit, mais parce que c'est le même. C'est que vous avez la chance de pouvoir voir le Psychose d'Alfred Hitchcock et le Psycho de Gus Van Sant dans la rétrospective, et que pouvoir voir à quelques jours d'intervalle ces deux versions similaires et si différentes à la fois, justement par le regard du réalisateur. On revient là sur ce qu'on disait tout à l'heure, de voir à quel point ça change tout, de quel point, avec exactement le même matériau, on fait deux films totalement différents, quoi. Le queer gaze, pour le coup, ça existe. Eh bien, so I was going to continue to French, but merci, j'allais continuer en français. Merci beaucoup pour votre participation, vos réponses et d'avoir justement approfondi les possibilités relatives à la représentation dans l'horreur, la science-fiction, la comédie, les genres. Les autres genres qui existent et qui vont continuer à se développer et à être plus fluides entre eux. Merci beaucoup pour votre contribution. Vous serez tous les deux ici. Je ne sais pas si le public veut venir vous trouver et poursuivre la discussion. Si c'est le cas, vous serez dans les parages. Bitté, vous serez là pour votre film que nous verrons ce soir. Merci beaucoup et belle soirée.